Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin sur Sud Radio, c'est Aurore Bergé, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Bonjour Aurore Bergé. Bonjour. Affaire Epstein, faut-il que la justice française rouvre les enquêtes aujourd'hui ? C'est à la justice de le déterminer, c'est pas à moi évidemment de le dire. Cette affaire, elle démontre que pendant des années, il y a un système qui a été mis en place et qui a permis l'exploitation sexuelle de jeunes filles, parfois d'adolescentes. On parle de centaines et de centaines de jeunes filles et c'est la raison pour laquelle il avait été déjà condamné. Sa compagne est d'ailleurs toujours en détention aux États-Unis et si il y a une nécessité que la justice française soit saisie, elle le sera et c'est à elle de le déterminer en fonction des éléments de preuve. L'affaire concerne surtout les États-Unis d'Amérique. La justice là-bas, il faut qu'elle fasse son travail et c'est tout. C'est ce qu'a déclaré le président Emmanuel Macron. Il a raison, on en fait un peu trop ici en France. Non mais on a raison d'en parler parce que c'est une affaire qui est absolument insupportable. Ce qui est insupportable, c'est de se dire que pendant des années, encore une fois, un système a été mis en place permettant l'exploitation sexuelle, la traite d'êtres humains, des jeunes filles, parfois des adolescentes qui étaient considérées juste comme de la marchandise pouvant être mises à disposition des hommes et vraisemblablement d'hommes très puissants. Donc ça, maintenant, c'est à la justice de le déterminer, ce qui est sorti, qu'est-ce qui est vrai, est-ce qu'il y a des choses qui sont fausses ou pas, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de d'éplucher les dossiers. Mais quand il dit ça, le président... C'est à la justice américaine d'abord de s'en saisir parce que c'est sur le sol américain vraisemblablement que les éléments se sont déroulés. Et si la justice française doit être saisie, elle le sera évidemment et en toute indépendance pour garantir que ceux qui auraient profité de l'exploitation sexuelle de ces jeunes filles et de ces adolescentes soient évidemment et très sévèrement punis. Vous avez quand même Jack Lang dont nous avons beaucoup parlé. Vous avez quand même le cas de cet agent de mannequin, Jean-Luc Brunel, suicidé en détention, ce qui fait que d'ailleurs l'enquête précédente s'est arrêtée. Moi, je suis pas là pour faire des suppositions. Il y a les séjours d'Epstein en France. Vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup de choses à découvrir quand même? Moi, je suis pas là à votre micro pour faire des supputations sur qui aurait fait ou n'aurait pas fait. Ça, c'est le travail de la justice. D'éplucher l'intégralité des dossiers, de confronter les personnes qui pourraient être mises en cause et, s'il y a des mises en examen nécessaires, de les conduire. Ça, c'est à la justice de le faire. C'est pour ça qu'elle est indépendante et c'est pour ça, justement, qu'elle est capable de condamner, qu'on soit fort ou pas, qu'on soit puissant ou pas. Elle est capable de condamner et de passer et c'est ça qui compte. Mais c'est pas à moi de le dire. C'est heureusement pas au gouvernement de déterminer la manière avec laquelle elle doit fonctionner. Et c'est pas seulement aussi aux enquêtes journalistiques qu'évoque le président, d'ailleurs au passage, d'avancer. C'est aussi effectivement à la justice de s'auto-saisir dans ces cas-là. Mais vous savez, les Français ont besoin de vérité. On se demande toujours pourquoi ça traîne, ces histoires-là, en fait. C'est ça qui traîne parce que ça fait quelques jours maintenant, je crois que il y a un certain nombre d'éléments qui ont été révélés, de dossiers qui sont sortis. Je comprends qu'il y a des milliers et des milliers de dossiers à éplucher et à examiner. Et je pense qu'il faut encore une fois que la justice passe si elle doit passer et elle le fera en toute intégrité, en toute indépendance. Et je pense que ce qui inquiète, c'est ce qui a été révélé, c'est-à-dire le volume de celles, encore une fois, qui ont subi ce système de domination. Aurore Bergé, tout à fait autre chose, des plateformes comme OnlyFans ou Mime. Mime, c'est... Pas totalement autre chose, en fait. Oui, c'est assez connexe en réalité, vous avez raison. Sont-elles des sites porno voire de prostitution en ligne? Je vous demande ça parce que le Sénat, vous y serez, examine aujourd'hui une proposition de loi, celle de la sénatrice Les Républicains de la Saône-et-Loire, Marie Mercier, visant à prohiber l'achat en ligne de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme sur le net. Vous allez la soutenir ? Oui, le gouvernement soutient clairement cette proposition-là. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, quand on parle de prostitution, c'est-à-dire quand on parle d'achat d'actes sexuels, il y a ce qui se passe dans la vraie vie et puis il y a la manière avec laquelle ça commence. Et aujourd'hui, ça commence par un clic, ça commence par une image, ça commence par une vidéo où on a des jeunes filles et trop souvent d'ailleurs des adolescentes qui se retrouvent dans ce système, qui au départ n'y voient pas forcément de mal, n'y voient pas forcément de contraintes, n'y voient pas forcément les conséquences que ça peut entraîner sur toute leur vie, mais ce sont des images d'elles qui vont circuler, ce sont des réseaux dans lesquels elles vont malheureusement être appréhendées, c'est de l'argent qu'on va se faire sur leur dos. Donc nous, ce qu'on dit avec la sénatrice dans ce texte, c'est quoi ? C'est que le proxénétisme, c'est-à-dire le fait de faire commerce du corps de quelqu'un d'autre, eh bien, doit être appréhendé, que ce soit en ligne ou hors ligne. Qu'est-ce que ça change ? À la fin, c'est un système de domination. À la fin, vous faites commerce
sur le corps de quelqu'un d'autre. Vous avez moyen de pression sur cette personne, parfois pour lui détruire toute une vie. Si jamais la personne veut arrêter, par exemple, du jour au lendemain, vous avez toutes les vidéos, toutes les images qui vous permettent de faire pression pour garantir qu'elle puisse continuer et parfois même que ça s'aggrave et qu'au-delà de ce qui se passe en virtuel, ça puisse entrer dans la vraie vie. Parce que ceux qui organisent sur ces sites, je répète, OnlyFans ou Mime, ce sont des plateformes populaires aujourd'hui qui organisent le travail. Ce sont des proxénètes pour vous? En fait, sur ces plateformes, vous avez de tout. Oui, vous avez autant la capacité à acheter un cours de cuisine en ligne que la capacité à commander qu'une jeune fille en direct commette des actes sexuels, ce sont des sites porno déguisés. De facto, ça va même au-delà du site porno, parce que le site pornographique, les choses sont structurées, sont organisées, il y a un contrat, on peut considérer que ça n'est pas ce qu'on souhaite dans la vie, mais de facto, les choses sont structurées et organisées. Là, c'est pas le cas. On ne sait pas quel est le consentement de la personne qu'on va voir à l'écran. On ne sait pas quel est l'âge de la personne qu'on va voir à l'écran. Et parfois, vu les images qui nous parviennent, on voit qu'encore une fois, ce sont des enfants, c'est-à-dire des adolescentes, des mineurs qui se retrouvent dans ces systèmes et qui sont appréhendés. Donc ce qu'on dit, c'est quoi? C'est qu'il faut aller sanctionner ceux qui en font le commerce, ceux qui font profit. Parce que la prostitution est légale officiellement en France. Sur ceux qui ont recours à la prostitution, qui peuvent être passibles de, on va dire, d'amende, de détention, jusqu'à la détention. Là, ce qui se produit, c'est comme c'est sur le net, c'est pas de la prostitution. Il faut avancer là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas caractérisé. C'est-à-dire que comme beaucoup de choses qui se passent en ligne, forcément, notre droit, il y a 10 ans, quand on a fait la loi sur la lutte contre le système prostitutionnel, ne l'abordait pas parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas ces plateformes, on n'avait pas ces sites. Et donc, ce qu'on dit, c'est on va actualiser en fait le droit de manière à garantir que ceux qui sont prétendument ce qu'on appelle des managers de compte, c'est-à-dire ceux qui vont aller chercher ces adolescentes, chercher ces jeunes filles, leur commander des vidéos, leur commander des images, leur commander des postures, être rémunérés pour ça, doivent pouvoir être incriminés comme étant des proxénètes, de manière à ce que enfin on cesse d'avoir comme ça des milliers et des milliers de jeunes filles dans notre pays qui ensuite sont soumises à un système qui est un système d'exploitation. On parle d'enfants, ça pourrait être les nôtres. Ça pourrait être les nôtres qui, dans le secret de leur chambre, tout d'un coup, se mettent à nu, au sens propre du terme, ont des images d'elles qui vont circuler parfois pour toute une vie et qui ensuite peuvent être même appréhendées dans des réseaux qui sont des réseaux dangereux, qui sont des réseaux mafieux et qui peuvent les prostituer dans la vie réelle, au-delà des images virtuelles. Pour conclure, l'idée, c'est de les faire fermer, ces sites? C'est déjà. Non, c'est de réguler. C'est-à-dire que si c'est un cours de cuisine, ça me pose évidemment pas de problème. Si c'est par contre de l'exploitation sexuelle et un système de domination, ça me pose un problème et ça devrait poser un problème à tous les parents qui nous écoutent ce matin de considérer que peut-être demain, ce sont leurs enfants qui pourraient être appréhendés dans ces réseaux-là. Aurore Berger, dans vos attributions, vous luttez contre les discriminations. Que dites-vous? Quelle est votre réaction à cette banderole du collectif Ultra Paris qui a fait grand bruit, c'était dimanche soir au Parc des Princes lors du match PSG-OM. Les Marseillais, c'est des livreurs, c'était écrit sur la banderole, et au-dessus, il y avait, on appelle ça des tifos, une espèce de grand déballage avec une représentation, c'est un livreur de la société DPD, bien connue, on imagine l'allusion, évidemment. Avec une casquette de l'OM qui tient un carton sur lequel est représenté un rat. Bref, vous pensez quoi? Ce que je dis de manière très claire, c'est que ça n'est pas du folklore. Pendant trop longtemps, on a considéré que les insultes homophobes ou racistes étaient du folklore. Comme vous si êtes choqué par ça, j'imagine. J'espère que tout le monde est choqué. J'espère qu'on arrête de considérer que des insultes homophobes qui sont vues par des millions de téléspectateurs potentiellement, qui sont scandées dans un stade, ça n'est pas du folklore. Ce sont des insultes. Et ça banalise ces insultes. Ça donne le sentiment que le sport, et le foot en particulier, ne pourrait pas se départir de ça. Le sport mérite mieux. Le sport mérite mieux que des slogans qui sont insupportables, qui blessent, qui heurtent, qui fragilisent des personnes, qui peuvent ensuite, évidemment, les vivre dans la vraie vie. Parce que si c'est autorisé dans un stade, alors on a l'impression que c'est autorisé partout et qu'on a le droit de brandir, encore une fois, des insultes, qu'elles soient homophobes, qu'elles soient racistes, qu'elles soient antisémites.
elles n'ont leur place nulle part. D'accord. À chaque fois, il y a une condamnation. Ça, c'est à la Ligue de professionnels du football d'étudier le cas. Qui doit faire le ménage? C'est le club? C'est les clubs, c'est la Ligue. Chaque fois, on dit la même chose. Et chaque fois, ça se reproduit. C'est le club, c'est la Ligue. On en a parlé encore hier avec la ministre des Sports pour voir aussi comment on pouvait sans doute agir encore plus et de manière encore plus déterminée. Parce que je pense qu'encore une fois, ça fragilise et ça dénature l'image du sport. On a beaucoup aujourd'hui de familles qui renoncent parfois à aller au stade pour suivre des matchs par peur de ce qui pourrait s'y passer, par les slogans qu'on va entendre, par les mouvements de foule qu'on peut avoir, parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à ça et qu'on n'a pas envie que nos enfants soient confrontés à ça. Il faut que le sport, ça reste une fête exceptionnelle. On a commencé là les JO d'hiver. On voit à chaque fois à quel point le sport a une capacité inouïe à nous réunir, à créer des émotions. Mais il ne faut pas que ces émotions, elles soient en permanence dénaturées. Ce n'est jamais par réglé. cela. Vous êtes d'accord? Ce n'est jamais réglé. Mais c'est pas parce que ça ne l'a pas été jusque-là qu'on est incapable de le faire. Parce que je pense qu'à la fin, ça fait du tort aux clubs eux-mêmes. Ça fait du tort au sport lui-même. Ça fait du tort au foot. Et qu'encore une fois, on a besoin de sport dans notre société pour notre santé, mais au-delà de ça, pour créer des émotions et des moments collectifs. C'est absolument vital dans une société qu'on dit suffisamment fracturée. Le sport, il est là pour nous réunir, il n'est pas là pour nous diviser. La décision de Jean-Marc Morandini de se retirer de l'antenne de CNews après toutes ces semaines de polémique, vous la saluez? Écoutez, il a pris cette décision. Moi, je pense que, en effet, c'est sans doute plus sain qu'il ne soit plus à l'antenne. Je pense d'abord aux victimes. Il a été condamné. Il a été condamné, donc on n'est pas dans la supputation de qu'est-ce qu'il aurait fait. Il a été condamné. Et quand on parle, regardez les sujets qu'on a abordés jusque-là dans cette émission, on parle de cette question-là, de la question des violences sexuelles, de la question de l'exploitation sexuelle. Donc il faut évidemment jamais prendre le risque de la banalisation. Et à partir du moment où une condamnation existe, je pense qu'en effet, c'est sain. Ne serait-ce que pour les victimes qui n'auront plus à le voir à l'antenne, de prendre cette décision. Retrait ne vaut pas démission dans cette histoire, au fait. Ça, écoutez, ça concerne évidemment la chaîne et c'est à elle après d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Mais je crois que les partis politiques sur cette histoire ont été unanimes pour expliquer qu'ils considéraient que plus aucun parti n'avait sa place dans cette émission-là. Et je pense que c'est suffisamment rare pour être salué que les décisions ont été unanimes de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Et évidemment, nous avions pris la décision depuis longtemps de dire que dans cette émission, on considérait qu'on n'avait plus notre place. Aurore Berger, publication aujourd'hui par la Grande Mosquée de Paris d'un ouvrage qui vise à accorder la pratique musulmane aux sociétés laïques et favoriser une meilleure acceptation dans les pays occidentaux. J'imagine que vous avez pris connaissance du contenu c'est un livre, de ce livre qui est publié, qui veut déconstruire, je cite, les discours haineux et communautaires et montrer que la participation de la vie citoyenne s'accorde pleinement avec les principes fondamentaux de l'islam. Vous saluez cette initiative ou pas? Oui, je les salue parce que je crois que c'est important de démontrer que les religions, et quelles qu'elles soient, doivent se conformer aux valeurs de la République et qu'elles sont en capacité de le faire. Et que face à des discours de haine, d'un côté, face à des discours communautaristes de l'autre, les deux, en fait, visent à nous séparer de la République. Les deux visent à fracturer la République. Et au contraire, on a besoin de démontrer la puissance de la République. Et la puissance de la République, c'est de garantir à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de pratiquer sa religion dans le respect des valeurs de la République. Et tous les guides qui peuvent y contribuer, tous les messages qui peuvent y contribuer, je crois, sont utiles et sont pertinents dans des moments où on a besoin de repères. Le guide rappelle quand même que le port du voile relève d'un choix personnel qui doit être respecté. Ça n'éteint pas cette histoire de voile, Aurore Berger. Choix personnel. Quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, où les femmes sont contraintes de porter le voile, vous n'y voyez pas une forme de soumission ? Mais attendez, que le fait de porter le voile soit un choix personnel, c'est un choix qui doit justement toujours être personnel, qui ne doit jamais être guidé par la contrainte, qu'aucune femme ne soit jamais contrainte de porter un signe religieux ostensible si elle ne le souhaite pas. C'est aussi ça qui est rappelé en disant cela. Oui, c'est un geste qui doit être un geste personnel, intime, qui doit émaner d'une conviction, qu'elle soit culturelle ou religieuse d'ailleurs, mais qui jamais ne doit être guidée pour la contrainte. Pourquoi moi, par exemple, depuis des années, je demande qu'on puisse interdire le port du voile pour les mineurs, au moins pour les jeunes filles de moins de 15 ans. Parce que ça n'est pas la même chose qu'une jeune femme se voile quand elle a 20 ans, parce que c'est sa liberté et que personne ne doit lui enlever cette liberté-là. Mais pour autant, quand vous avez 8 ans ou 10 ans, évidemment, vous n'avez pas la même capacité à consentir ou pas, à faire ou pas. Non, mais c'est pour ça que je pense que c'est très important, justement, qu'il y ait des guides et qu'il y ait des textes qui rappellent que ça doit toujours émaner d'une volonté qui est une volonté
personnel, qu'il y a un consentement, qu'il y a une volonté libre et éclairée de le faire ou de ne pas faire. Et c'est ça qu'on doit garantir. Et c'est ça que nous, la loi doit garantir. Et évidemment, pour les mineurs, la question se pose de leur liberté, de leur capacité à consentir plutôt que juste à se conformer à ce que la famille souhaite, à ce que les parents souhaitent. Amélie de Montchalin, nommée en conclusion de notre échange Aurore Berger par Emmanuel Macron à la tête de la Cour des comptes pour succéder à Pierre Moscovici. C'est la bonne idée, c'est un pas de plus vers l'égalité femmes-hommes. En tout cas, c'est certain que c'est la première femme à être nommée à ce poste, qui est un poste extrêmement important pour la République. Je crois que tout le monde salue sa légitimité et sa compétence. Et pour la connaître très bien et travailler avec elle depuis 2017, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle sera exemplaire dans cette mission, qui est une mission extrêmement importante. Oui, parce qu'il y a ceux qui disent qu'elle va devoir se prononcer sur des politiques qu'elle a contribué à mettre en place. Je pense que tous ceux qui connaissent Amélie Montchalin connaissent son sérieux, sa rigueur et son intégrité. Et en tout cas, moi, je salue le fait qu'elle puisse être nommée, et je salue aussi le fait que ce soit la première femme nommée à ce poste, puisqu'il y a encore des postes où on dit c'est la première fois que c'est une femme. Peut-être qu'un jour on s'habituera au fait qu'on n'ait plus besoin de le dire, parce que justement les femmes auront pris la place et toute la place qui doit leur revenir. Merci Aurore Berger. Merci Aurore Berger. Dans un instant, on va revenir sur vos propos, ce que vous avez dit à propos des mineurs. Tiens, on viendra aussi sur ce qui se passe à Marseille avec évidemment ce procès. Il avait 14 ans, Pépito. Ses parents étaient incarcérés pour trafic de drogue. Lui était dans un camp de gitans. Il y a beaucoup de gamins comme ça qui sont complètement à la dérive, qui sont exploités par les réseaux, les mafias. Évidemment, il y a le procès qui s'ouvre en fait aujourd'hui. Nous reviendrons aussi sur Karine Le Marchand, qui se retrouve accusée de racisme par des élus écologistes et insoumis, parce qu'elle a dit qu'il y a près d'une quarantaine d'années, quand elle est arrivée à Paris, elle venait de Nancy, elle a vu dans le RER beaucoup de gens de couleur. Aurore Berger, est-ce que vous estimez que ce qu'elle a dit, c'est du racisme, ou alors est-ce que vous la soutenez? Parce qu'elle est accusée de racisme par des élus écologistes et insoumis. Ce que je trouve insupportable de manière générale, c'est le cyberharcèlement que les femmes notamment subissent après un certain nombre de déclarations. Moi j'ai pas d'autre chose à dire sur le sujet, mais je déteste l'idée qu'on envoie comme ça une meute en cyberharcèlement à l'encontre d'une femme qui s'est exprimée. Vous pensez que ces mots l'ont dépassé ou pas? Au fait. Je sais pas, il faut que je revoie l'intégralité de la séquence. Sincèrement, je n'ai pas vu. Je n'ai vu que l'écume sur les réseaux sociaux. Oui, mais parce que c'est souvent ça. C'est rarement une génération spontanée. C'est rarement une génération spontanée quand vous avez des milliers et des milliers de messages qui vous arrivent sur les réseaux sociaux. C'est qu'en général, c'est un peu organisé et structuré. Et je n'aime pas l'idée je n'aime pas l'idée du cyberharcèlement en général. Et vraisemblablement, c'est ça qui la vise depuis hier. Ouais, merci. Vous allez pouvoir réagir tout à l'heure. Françoise Degois, Elisabeth Lévy, on va revenir là-dessus. Et on va revenir aussi sur la transparence. Jusqu'où avec l'affaire Epstein, bien sûr.